Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue tout d'abord pour ce premier cours qui va avoir lieu dans le cadre de ma nomination sur la chaire Innovation technologique Liliane Bettencourt. Donc, je vais vous parler d'un domaine assez général que sont les biomatériaux de demain. Donc, on verra progressivement comment on arrive à ces biomatériaux, et en particulier en utilisant des polymères et une certaine classe de polymères qu'on peut qualifier de biomimétiques et de biohybrides. Donc, j'essaierai de définir au fil des cours en fait, toutes ces définitions et surtout ce que j'entends derrière ces mots, en fait, qui sont des mots assez généraux, assez génériques et très utilisés. Donc le cours d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque part placer un peu la base et le fondement des choses, et puis illustrer à travers quelques exemples d'applications ces concepts généraux et les concepts généraux que j'entends derrière tous ces mots que j'ai développés ici. Donc le détail du cours, il est là, donc vous avez pu le voir dans l'entrée, donc si cela vous intéresse, on sera amené à se revoir. En tout cas, ça sera avec grand plaisir. J'ai juste deux types de cours ici qui sont inversés parce que les conférenciers que j'ai invités en fait, à la suite de mon cours pour des questions d'agenda ont dû être échangés. Donc finalement, je vais inverser. Alors, la flèche n'est pas au bon endroit. Ces cours-ci, du 3 février, du 10 février, en fait, qui vont être inversés en termes d'intitulé de mon cours, mais ça sera bien les bons intervenants qui seront présents à ces différents cours. Donc juste pour recadrer les choses. Alors pour démarrer, en fait, quelques définitions. Et en fait, les définitions ne sont pas forcément faciles à prendre, et vous allez voir que j'en ai pris venant d'un peu partout, et parfois certaines qui viennent de moi. Comment définir le biomimétisme? J'ai trouvé, en tout cas, j'ai pris ce qui m'arrangeait, en tout cas ce qui me plaisait le plus dans les définitions. Celle de Larousse me plaît assez bien. Puisque Larousse décrit le biomimétisme comme une démarche d'innovation durable qui consiste à transférer et adapter donc, à l'espèce humaine des solutions déjà élaborées par la nature, dans la faune ou la flore. Donc en gros, on voit ce que la nature fait, on essaie de le transposer à ce qu'on peut faire. Larousse a ajouté cette notion de durabilité, c'est une notion qu'on voit de plus en plus en fait, dans le biomimétisme. C'est utiliser cette approche pour faire des choses qui sont effectivement durables, comme la nature effectivement peut le faire. Ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs dans tous les matériaux issus du biomimétisme. Ensuite, il y a une autre notion importante qui est la bio-inspiration. Alors là, j'ai pris la définition venant de Sybios. En fait, Sybios, c'est une organisation qui promeut, qui met en avant effectivement le biomimétisme et la bio-inspiration. Ils décrivent la bio-inspiration comme une approche créative basée sur l'observation des systèmes biologiques. Donc c'est assez similaire, mais c'est quand même un peu différent. C'est vraiment une méthodologie, une façon de penser, une façon de concevoir en fait, les choses. Et puis, moi, ce que je voulais introduire, et ce que je vais illustrer en fait, au fil de mes cours, de certains cours, c'est les matériaux biohybrides. Donc là, la définition, j'ai regardé, on en trouve plein, qui partent dans tous les sens, qui définissent les choses un peu différentes. Moi, ce que j'entends et ce que je vais vous proposer, c'est finalement des matériaux qui sont composites, qui vont être composés à la fois d'une partie qui va provenir d'un organisme vivant, donc on parle souvent de cellules, et puis d'une partie non vivante. Donc c'est en gros du vivant modifié par l'homme. Un exemple qu'on peut mettre en avant, c'est par exemple les CAR T-cells. C'est ces cellules qui sont des cellules spécifiques, type globule blanc, qu'on va extraire d'un patient, modifier, alors c'est modifié génétiquement, et puis réinjecter chez le patient. Donc on a quelque chose qui est effectivement une structure hybride, issue du vivant, modifiée par l'homme, et puis réutilisée dans le patient, dans le monde du vivant. Et puis, il y a un autre terme qu'on voit de plus en plus émerger, c'est les aspects bioniques. Alors bionique, ça paraît, l'homme bionique, pour les gens de ma génération, c'est l'homme qui valait 3 milliards, qui est un hybride, une sorte d'hybride entre l'humain et l'artificiel. Là, on est plus avec des notions de technologie, en fait. Et souvent, on entend dans bionique, on entend électronique, mais ce n'est pas que ça. Et c'est finalement, la définition, c'est celle de Wikipédia qui me plaisait le plus, c'est finalement utiliser ce qui se passe chez la plante, les animaux, comme modèle, eh bien, en vue de réalisation technologique. Donc là, on est plus vers la technologie et vers des applications qui vont trouver lieu dans différents types de technologies. Et moi, j'en parlerai un petit peu à la toute fin, en fait, où je vous montrerai comment on peut utiliser effectivement des approches biomimétiques, utilisant des polymères, pour interfacer, par exemple, au niveau neurologique, la technologie et la neurologie. Et je vous donnerai quelques exemples, et il y aura des conférenciers qui illustreront ces différents propos. Donc ces termes-là, ils sont importants, en fait. Ils sont importants à positionner parce que je vais les réutiliser au fil du temps.
Et puis on peut échanger, parce que les gens voient les choses différemment. Hein. On n'a pas forcément tous les mêmes définitions, et je vous dis, j'ai pris ce qui m'arrangeait, j'ai pris ce qui, moi, me plaisait le mieux dans cette illustration. Alors pour avancer, quelques exemples emblématiques du biomimétisme. Je suis sûr que si je vous parle de matériaux biomimétiques, vous avez tous des choses en tête, peut-être pas les mêmes, mais il y a quelques exemples en fait, qu'on reprend souvent. Un premier exemple, c'est celui-là. C'est le Shinkansen, qui va effectivement mimer quelque part, enfin en tout cas dans la pointe du bec et de la tête ici du martin-pêcheur. On a un profil effectivement très spécifique qui va permettre, alors pour le martin-pêcheur, c'est d'aller pêcher et d'aller plonger son bec dans l'eau sans faire aucune éclaboussure. Ici, dans le cas du Shinkansen, c'est être capable effectivement de déplacer l'air le moins possible et de passer dans des zones très urbaines avec beaucoup de tunnels sans des déplacements d'air et des chocs qui sont associés. Et donc il y a un profil effectivement particulier qui est inspiré effectivement de ce martin-pêcheur. Et c'est vraiment l'approche que le constructeur japonais a mis en avant. Donc ça, on connaît très bien. Vous avez d'autres exemples emblématiques, c'est le gecko pour l'adhésion. Donc le gecko, c'est effectivement une structure micro-nanostructurée, donc à différentes échelles, et pour finir ici sur une échelle d'organisation avec quelques centaines de nanomètres de distance particulière entre des différentes pointes. Et ça permet d'avoir une somme d'interactions faibles, type Van der Waals, importante du coup, par unité de surface, et d'avoir une adhésion importante, y compris sur des milieux secs ou même des milieux humides. Donc ça a été répliqué par différents types de matériaux pour faire des adhésifs, donc des adhésifs qui peuvent être micro-nanostructurés en milieu sec ou en milieu humide. Un autre exemple emblématique, c'est celui-là, c'est la peau de requin. En fait, la peau de requin, en étudiant effectivement la structuration de la peau de requin, vous voyez qu'il y a ces écailles là à la surface, et ces écailles qui sont à base de kératine ont une morphologie particulière, un empilement particulier, une dimension particulière aussi de la structuration, qui permet un écoulement laminaire finalement sans résistance, mais en même temps qui permet d'éviter l'adhésion et d'éviter en particulier les bactéries de venir s'accrocher sur la peau du requin. Elles sont très, très facilement éliminées. Et ça donnait effectivement des idées à une entreprise américaine qui s'appelle Sharklet pour développer des matériaux qui vont mimer la structure. Donc là, c'est pas du tout la même composition chimique, hein, mais c'est la structuration ou la nanostructuration de surface qu'il peut y avoir, avec différents types de matériaux qui sont utilisés comme film antibactérien, ou bien dans des sondes urinaires ou dans des tubes ou des sondes endotrachéales. Pas facile à prononcer de bonne heure le matin. Donc il y a beaucoup de matériaux et beaucoup d'exemples, hein, je pourrais vous en donner un grand nombre, hein, qui sont effectivement issus d'approches où on va essayer de mimer effectivement ce que le vivant fait bien et le recréer à l'échelle du matériau. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler un peu de polymère, et on peut se dire, tous ces exemples-là sont finalement relativement récents, hein, mais cette approche de biomimétisme, elle est beaucoup plus ancienne, et on peut se poser la question, c'est quand est-ce qu'est née effectivement cette approche, cette façon de penser. Et un des fondateurs importants, c'est Léonard de Vinci, qui est connu pour ses œuvres, pour ses différentes œuvres, mais pour la Joconde en particulier, mais qui est aussi connu en fait pour ses différents croquis où il a imaginé tout un tas de machines, des machines diverses et variées, hein, pour en servir au niveau de l'armement, mais aussi ici pour essayer de mimer et faire voler un homme. Donc ça, c'est une structure d'ailes qui va mimer effectivement les ailes d'oiseaux, mais il y a des structures de type, il a imaginé le premier hélicoptère, donc il y a différentes structures comme ça qui ont été déjà imaginées, vous voyez, il y a très 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 longtemps. D'accord ? Alors, maintenant, ce biomimétisme, comment est-ce qu'il impacte la science des polymères, qui est finalement le domaine qui m'intéresse particulièrement. Et là, à nouveau, on peut se poser la question, finalement, les polymères, depuis combien de temps on les utilise et quels sont les polymères qu'on a essayé de mimer par rapport aux vivants. Parce que c'est finalement, vous allez le voir, un peu le cas, même si ce n'était pas forcément la façon de le penser, ou en tout cas de le traduire à l'époque. Donc les polymères, ils existent depuis très longtemps, ils existent depuis des millénaires, et j'ai eu l'occasion déjà de présenter ces exemples-là lors de ma leçon inaugurale. Un premier exemple qui est bien connu, c'est l'utilisation du caoutchouc par les Incas. Et donc, il y a au moins, parce qu'on a du mal à dater, mais au moins 1600 ans avant notre ère,
eh bien, les Incas savaient extraire le caoutchouc naturel, le modifier chimiquement pour venir, ce qu'on appelle le réticuler, c'est-à-dire transformer un polymère qui s'écoule en un polymère qui a des propriétés viscoélastiques, donc ils vont être capables de répondre en fait, à une sollicitation mécanique. Et ils utilisaient ça pour faire des balles, donc dans ce jeu de balles là, qui était très populaire à l'époque. Et puis, dans des différents outils, différents matériaux, donc des semelles de chaussures, des sangles qu'ils utilisaient en fait, dans leur vie de tous les jours, donc depuis très longtemps. Donc, ils savaient maîtriser en fait, cette matière-là. Une autre matière importante et même plus ancienne encore, eh bien, c'est le fil de soie. Le fil de soie, donc extrait de l'araignée, du cocon en particulier, hein, le plus vieux fragment en fait, qui a été découvert date, vous voyez, de 2570 avant Jésus-Christ. Donc c'est effectivement un matériau utilisé depuis très longtemps, et un polymère, hein, c'est un polymère d'origine biologique, mais c'est un polymère utilisé depuis très longtemps par l'homme qui savait maîtriser, utiliser ce type de matière. L'homme a essayé de recréer, parce que bien évidemment, tous ces matériaux-là ont une limitation, on va extraire ce qui est du naturel, du vivant, mais l'homme a essayé et voulu produire à des plus grandes échelles en fait, ces différents matériaux de façon à les rendre accessibles à tous. Une façon de le faire, et les premiers en fait, matériaux qui ont été découverts, qui vont mimer quelque part ces deux classes de matériaux que je vous ai présentés, donc le caoutchouc et le fil de soie, eh bien, vont être d'une part ici le caoutchouc synthétique, qui a été élaboré pour la première fois donc en 1931 par Dupont de Nemours, donc l'entreprise américaine, et en particulier par un chercheur dont on reparlera tout à l'heure, qui est Carothers, enfin en tout cas dans son équipe. Et ce caoutchouc ici donc est un polymère qu'on appelle donc le polychloroprène, dont la structure chimique est représentée ici, qui est réticulé, donc les chaînes polymères sont reliées chimiquement les unes avec les autres par des oxydes métalliques, de zinc ou de manganèse en particulier, de magnésium, pardon, en particulier. Et aujourd'hui, on connaît ces caoutchoucs hein, dans la vie de tous les jours, pour des gants, alors ça c'est le plus populaire, hein, pour les surfeurs connaissent bien, hein, ou les plongeurs connaissent bien. Et puis, mais tout un tas de matériaux aussi, de films absorbants, on en fait des mousses, qui sont utilisés dans le monde industriel, d'accord, et qui sont toujours très utilisés. Donc ça, c'est le caoutchouc de maintenant, en fait. C'est le caoutchouc que l'homme maîtrise. Et ça a pris, vous voyez, un grand nombre d'années pour être capable de reproduire d'un point de vue synthétique avec des matériaux souvent issus du pétrole. Un autre exemple, c'est le nylon. Donc le nylon, ici, qui a été découvert donc, par Carothers, donc c'est en 1935, donc toujours dans l'entreprise Dupont de Nemours. Vous voyez ici le célèbre bas nylon, hein, les premiers bas nylons qui ont pu être construits, et là c'est une image des années 40 ou des années 50. Et ce nylon, en fait, le premier nylon qui a été découvert, c'est le nylon 6,6 qui est représenté ici, donc la structure chimique, vous l'avez là, il y a des carbonyles, des groupements amides que vous voyez ici. Et en fait, ce nylon et ces nylons représentent aujourd'hui un marché énorme, croissant. Vous voyez que les prédictions sont toujours des prédictions de forte croissance, d'autant plus qu'aujourd'hui, eh bien, on sait le produire, avec cet exemple ici de Rilsan qui est produit par Arkema, on sait le produire à partir de dérivés qui sont des dérivés biosourcés, et avec une bonne recyclabilité de ces matériaux. Donc ça, c'est des matériaux que vous allez retrouver dans beaucoup d'applications, hein, ça va de l'automobile, bien sûr, au cordage que vous avez si vous faites de l'alpinisme ou si vous utilisez des différents cordages. Hein. Bien sûr, les bas, les voiles de parachute, etc., etc. Donc il y a différentes familles de nylon. Et en fait, ce nylon, vous voyez sa structure chimique hein, qui est représentée ici. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails des structures chimiques, mais si vous regardez la structure chimique du fil de soie, en fait, le fil de soie, c'est une protéine. Donc c'est une protéine que produit en fait, l'araignée de façon extrêmement élégante, parce que l'araignée est capable de produire ici les différentes chaînes polymères de façon individuelle, et puis de venir les tisser pour former ces fils. Ces fils ou ces filaments étant plusieurs chaînes polymères rassemblées ensemble avec tout un tas de variations de pH, de variations de propriétés qui permettent de former le fil final avec ses propriétés et les propriétés souhaitées. Et ce qui donne la propriété de ce fil et la forte résistance mécanique en particulier, eh bien, c'est parce que le long de la chaîne, vous allez avoir énormément d'interactions ici, qu'on appelle des liaisons hydrogènes. Donc c'est ces différentes chaînes qui interagissent entre eux avec des liaisons avec des interactions qui sont fortes,
ces liaisons hydrogènes entre les amides et les carbonyles qu'on a ici dans la liaison peptidique, et ça on retrouve ça dans tous les polypeptides, toutes les protéines en particulier, eh bien vous voyez que le nylon, la structure du nylon ici, ou du nylon 6,6, eh bien quelque part réplique ou mime de façon très proche ce qu'on retrouve effectivement comme type d'interaction au niveau du fil de soie. D'accord ? Donc on a effectivement un matériau qui est très fortement biomimétique, hein, dans ce cas-là, qui n'est pas aussi performant, parce que la nature fait très bien les choses. Donc l'homme se rapproche de la performance, et souvent se rapproche de la performance de ce que le monde du vivant est capable de faire, mais sans s'en approcher, hein, ou en s'en approchant, mais sans toutefois égaler complètement les performances. Donc ça, c'est des exemples qui sont assez évidents, et qui sont assez anciens, j'ai envie de dire. Maintenant, je voulais discuter avec vous un petit peu du biomimétisme entre guillemets moderne, que l'on peut quelque part voir aujourd'hui, en tout cas au moins pour moi. Donc c'est à nouveau c'est la vision que je vous propose. Il y a quelques personnes clés à nouveau, hein, qui sont importantes dans ce domaine-là. Une première, c'est Janine Benyus, qui est ici et qui a lors de cet événement TED ici, qui est un grand événement, un grand show populaire, on va dire, pour donner des grandes idées et des grands concepts, en 1997, effectivement, a proposé cette phrase ou cette idée conceptuelle ici, qui est vraiment d'utiliser, d'intégrer cette approche biomimétique de façon globale dans la technologie. Et quelque part, ce qu'elle vous dit ici, enfin c'est la traduction française de ce qu'elle dit en anglais, c'est que le biomimétisme peut concevoir, par exemple, à observer une feuille et puis à essayer de trouver comment fabriquer une meilleure cellule solaire. Parce qu'effectivement, la nature utilise l'énergie solaire, effectivement, comme une énergie propre. Et là, on rentre déjà dans des systèmes beaucoup plus complexes, hein, beaucoup plus technologiques et complexes, parce que ça nécessite pas juste de mimer une structure ou un matériau, mais un système qui est global, qui est quelque chose que j'appellerais souvent un système, en fait, qui intègre différents éléments les uns avec les autres, hein, pour fonctionner, et ce à différentes échelles. Une autre approche que j'aime bien, c'est celle du physicien, donc qui est finalement un peu plus ancienne, qui est celle de Richard Feynman. Et Richard Feynman a dit, c'est la traduction française à nouveau de ce qu'il a dit en anglais, hein, c'est en gros ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas. Et là, philosophiquement, c'est, je trouve aussi un concept extrêmement intéressant parce que finalement, la nature est complexe, effectivement, mais une façon de mieux comprendre cette complexité, eh bien, c'est d'essayer de la reproduire. Et de la reproduire étape par étape, hein, et vous allez voir à travers quelques exemples, effectivement, comment est-ce qu'on peut reproduire certains éléments, on va dire, du vivant, qui permettent de faire des matériaux de demain, innovants, d'aller vers des approches technologiques, mais qui permettent aussi de mieux comprendre le fonctionnement du vivant. D'accord ? Et mieux le comprendre, c'est finalement être capable de mieux transférer ses connaissances pour recréer derrière des matériaux, des technologies ou des systèmes, comme je l'évoquais, qui vont être plus performants. Alors, comment vous illustrer ça, en fait ? Et pour illustrer ça, j'aime bien cet exemple, je le montre souvent, en fait, à mes étudiants quand je fais cours à l'école de chimie à Bordeaux. C'est cet exemple d'Henri Vandamme, qui était prof à l'ESPCI, ici, pas très loin, qui, finalement, si vous prenez un matériau qu'on connaît tous, qui est le diamant, donc le diamant, c'est un matériau qui coûte très cher. Il coûte très cher parce qu'il est très rare, mais c'est un matériau qui est très simple, finalement, qui ne sert pas à grand-chose, entre guillemets. Et le diamant, c'est quoi ? C'est du carbone. Donc c'est un charbon organisé. Donc c'est du carbone avec une organisation, avec une structure ici de positionnement des différents atomes de carbone dans une structure cubique face centrée, de l'échelle atomique jusqu'à l'échelle macroscopique. Donc c'est une échelle d'organisation, la même, et finalement on a un matériau qui est relativement peu intelligent, entre guillemets. D'accord ? Donc c'est important dans de nombreuses applications, ça fait des jolis bijoux, ça coûte très cher, mais principalement par sa rareté, d'accord ? Pas par son intelligence. Et puis ce qu'il a mis en opposition, et je trouvais, alors l'opposition c'est un grand écart, hein, c'est effectivement très loin, c'est la cellule. Une cellule vivante. Et en fait une cellule vivante, c'est pas une seule échelle d'organisation déjà, et c'est pas un seul composant. Donc là dans le diamant il n'y a que du carbone, une seule échelle d'organisation. Et en fait une cellule, eh bien, c'est plusieurs types d'éléments, donc plusieurs types de matières,
des lipides, des polymères, des protéines, on le révoquera plus tard, et avec différentes échelles d'organisation. Et là, on a quelque chose, et donc ça résulte effectivement d'un phénomène d'auto-association, de reconnaissance de briques élémentaires. On a ici quelque chose qui est effectivement beaucoup plus intelligent, qui a une fonction, qui est capable de se reproduire, de se diviser, de se déplacer, d'accord ? Donc qui est beaucoup plus smart, beaucoup plus intelligent. Et ça résulte effectivement de phénomènes d'auto-assemblage, hiérarchisé, ça veut dire qu'il y a plusieurs échelles, multicomposants, on n'a pas qu'un seul atome qui constitue la cellule, et tout ça étant dynamique et bien sûr en consommant une très faible énergie. Et une cellule est capable de se diviser, de se recycler, de recycler même des éléments extérieurs. Donc c'est un élément qui est assez merveilleux. Donc bien évidemment, on sait faire aujourd'hui du carbone synthétique, d'accord ? On met du carbone sous très haute pression et on refait du diamant. Refaire une cellule, on est beaucoup plus loin de le faire, d'accord ? Mais vous verrez, je vous montrerai au fil des cours, effectivement, qu'on s'en approche étape par étape, d'essayer de mimer en fait ces structures-là, pour aller vers la création de matériaux un peu plus intelligents. Donc une source d'inspiration, en fait, et notre source d'inspiration, ici, elle est simple, c'est finalement cette cellule, donc il y a différents éléments, il y a tout ce qu'il y a à l'intérieur, et puis il y a l'extérieur de la cellule, donc on va déjà regarder ce qu'il y a à l'extérieur de la cellule. Et à l'extérieur de la cellule, on voit qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments. On va retrouver effectivement des lipides, que vous avez ici, donc c'est les petites têtes rouges ici avec les queues jaunes, donc qui sont majoritairement, qui sont la composition majoritaire d'une cellule. Et puis on va retrouver aussi beaucoup de polymères, 40%. Et ces polymères, c'est tout le reste que l'on a, qui est ancré dans ces bicouches lipidiques que vous avez là. Et donc c'est des protéines, beaucoup, des glycanes, leur association, donc glycoprotéines, lipoprotéines, des lipides associés à des protéines, des glycoprotéines, des sucres associés à des protéines. Et en fait, ces polymères, c'est eux qui vont donner la plupart de la fonctionnalité de la membrane cellulaire, de la reconnaissance, de l'interaction, du passage à travers la membrane, d'accord, de façon sélective, en particulier avec certaines protéines. Et donc, c'est eux qui sont importants, d'accord ? Donc, j'avais présenté lors de Malson-Hugueral, effectivement, les lipides, on les utilise beaucoup, ils ont été beaucoup utilisés pour faire des liposomes, qu'on connaît bien, qui sont utilisés dans beaucoup d'applications de la pharmacie, mais aussi cosmétiques, ou pour encapsuler et délivrer même des agents un peu moins sophistiqués. Et l'utilisation des polymères, en fait, effectivement, va être importante aussi dans ce domaine-là. Mais vous voyez, ces polymères, ils sont compliqués parce que ce sont des protéines. Donc les protéines, on a 20 aminoacides naturels constituant des chaînes, des longues chaînes, et ça associé avec des sucres ou autres, ça nous fait des structures complexes. D'accord ? Et ces structures complexes, on n'est pas capable de les répliquer de façon strictement identique, en tout cas aujourd'hui. Donc ça m'emmène dans cette approche que je voudrais développer ou détailler un petit peu plus aujourd'hui. Donc ce biomimétisme d'éléments individuels. Donc on va passer de mimer des éléments individuels, ces éléments individuels de polymères que je vous ai montrés ici, ou de constituants de la membrane cellulaire, pour créer des matériaux, on va dire, un peu plus fonctionnels, à des systèmes. Donc on va intégrer ces différents éléments dans des choses un peu plus complexes. D'accord ? Donc à travers quelques exemples, ces exemples à travers donc, des polymères biomimétiques de type protéines ou glycoprotéines, et puis pour former des émulsions ou des nanoparticules actives. Je vais vous illustrer comment est-ce qu'on peut utiliser ces polymères mimétiques pour faire des échafaudages pour la médecine régénérative ou pour la bioimpression. Et puis, comment est-ce qu'on peut envisager effectivement de mimer la cellule, en tout cas d'aller jusque-là. Et ça sera juste une introduction aux cours qui viendront après. Et donc, il y a un certain nombre de cours qui viendront après, qui développeront certains de ces aspects-là de façon plus détaillée, y compris avec des présentations d'experts du domaine qui viendront illustrer sur leur propre recherche. Par exemple, comment est-ce qu'on peut mimer d'un point de vue synthétique ces protéines, très complexes, et comment on peut mimer avec différentes approches de mimétisme, ou bien comment est-ce qu'on peut mimer les cellules avec à nouveau des différentes approches méthodologiques, et un peu l'état de l'art où on en est aujourd'hui, et les perspectives que l'on voit pour demain. Donc je vais commencer ici par vous décrire les mimes de glycoprotéines, et comment est-ce qu'on peut utiliser ou mimer ces glycoprotéines pour la délivrance de médicaments. Et là, l'utilisation, ça va être effectivement dans un domaine qu'on appelle le domaine de la nanomédecine. Donc c'est comment délivrer un médicament avec des outils à échelle nanométrique. Donc typiquement de l'ordre de la centaine de nanomètres.
Alors pourquoi ces glycoprotéines et pourquoi elles sont si importantes? Donc, si on revoit notre membrane cellulaire qu'on a ici, hein, on retrouve beaucoup de ces glycoprotéines. Et en fait, elles ont un rôle majeur en biologie, puisque, je l'ai déjà évoqué, elles vont être capables d'induire de la signalisation, de cibler, d'induire de la motilité, de reconnaître certains éléments particuliers. Et si on regarde maintenant un autre élément qui est important ici, qui est la surface d'un virus, donc ça c'est la représentation tridimensionnelle de la position de glycoprotéines à la surface du virus de la dengue. Et si on regarde ici, eh bien, ce qu'on voit de l'extérieur, finalement, on ne voit que ces glycoprotéines. Donc elles ont vraiment un rôle important. Elles permettent de former en fait, la structure du virus, ce qu'on appelle la capside virale, donc c'est la capsule qui va contenir le matériel génétique que contient le virus. Et de l'extérieur, on ne voit que ça, en fait. Et donc on s'est dit, donc beaucoup de gens en fait, s'intéressent à ces polymères, hein, ces glycopolymères, parce que c'est associé à une chaîne polymère avec ces propriétés du polymère, donc de pouvoir être formulé, de pouvoir former des structures complexes, mais en même temps d'avoir ces sucres qui ont des reconnaissances particulières. Donc on n'est pas les seuls à faire ça. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est répliquer la structure du virus, donc qui est une capsule, une capside, qui va pouvoir contenir quelque chose, en utilisant ces glycoprotéines, et quelque part les propriétés singulières de ces glycoprotéines. Alors mimer ça chimiquement, ce n'est pas quelque chose de simple. Parce qu'à nouveau, c'est des structures complexes que la nature a élaborées, dont la nature a optimisé en fait, la synthèse depuis des millénaires, et on ne sait pas le faire aussi bien. Donc on est obligé de le faire avec une version ultra simplifiée. Et notre version ultra simplifiée, c'est de se dire, eh bien, on va prendre la partie d'un sucre, donc ça c'est ce qu'on appelle un oligosaccharide, quelques unités ici saccharidiques qui sont représentées là, et puis on va prendre un mime simplifié d'une partie protéique, donc on n'est pas aussi fort que la nature peut le faire, on va prendre un aminoacide, ici, et on va le polymériser pour faire une grande chaîne. Donc on va enchaîner cet aminoacide ici, faire des grandes chaînes. Alors elles ne sont pas si grandes que ça, puisque c'est une vingtaine ici d'aminoacides qui sont enchaînés, qu'on a ici. Ça, c'est une structure qui est hydrophobe, donc qui n'aime pas l'eau. Ça, c'est une partie qui est hydrophile, qui va aimer l'eau. Et à la fin, quand on vient les conjuguer, donc les accrocher chimiquement l'un à l'autre, eh bien, on se retrouve avec cette structure ici, qui est dite amphiphile. Amphiphile venant du grec, hein, qui veut dire aime les deux. C'est-à-dire que j'ai une partie qui ne va pas aimer l'eau, la partie hydrophobe, une partie ici qui va aimer l'eau, la partie hydrophile. Donc cette partie rose, en conformation en hélice que vous voyez ici, où on ressort, n'aime pas l'eau, cette partie aime l'eau. On va être exposé dans l'eau. Maintenant, ces molécules, eh bien, si on les design de façon appropriée, eh bien, on prend la molécule, à l'état de poudre très souvent, on la met dans l'eau, et spontanément, c'est ce qu'on appelle ce procédé d'auto-assemblage, c'est-à-dire qu'on n'a rien à faire, mais on n'a rien à faire parce qu'on a bien réfléchi avant, parce qu'on a mis la bonne chimie au bon endroit, eh bien, vont être capables de former des structures closes de ce type-là, de type vésicule, donc de former ces capsides. D'accord ? Et il y a plein de subtilités derrière tout cela, qui sont liées à la taille de ce bloc, la taille relative de ce bloc ici, la conformation particulière de cette chaîne-là, pour permettre de stabiliser ces interfaces. Donc on a ici une vésicule, qui est une capsule, qui peut contenir des choses dedans, des choses hydrophiles à l'intérieur, dans un milieu hydrophile. Donc vous voyez ici, par image de microscopie électronique, qu'on voit bien ces structures-là, qui sont des capsules, quelque part, qui font à peu près ici 200 nanomètres pour ces différents systèmes. Dans ces capsules, on peut encapsuler des choses, et par exemple, on peut encapsuler des actifs biologiques, thérapeutiques, utilisés classiquement dans des approches de chimiothérapie, telles que la doxorubicine, hydrophile, ou bien le docétaxel ici, qui est beaucoup plus hydrophobe. On peut encapsuler même les deux, puisqu'on peut en mettre ici dans la partie intérieure qui est hydrophile, et puis dans la partie rose ici, qui est hydrophobe. D'accord ? Et donc il y a une affinité, une interaction positive entre ces différents éléments-là. Donc on sait encapsuler ces choses, et puis maintenant ce qu'on a voulu étudier, comme d'autres nombreux chercheurs, hein, c'est est-ce qu'on peut mieux délivrer ces actifs et quelque part mieux traiter les patients en utilisant ces approches. Le problème de la plupart de ces actifs thérapeutiques, lorsqu'ils vont être injectés souvent par voie intraveineuse, eh bien, c'est qu'ils vont être très rapidement éliminés. Et finalement, il y en a peu qui vont pouvoir atteindre la tumeur, puisque là, ici, on est sur des modèles en fait, de régression tumorale.
donc peu l'atteignent, et on connaît tous ici, effectivement, dans des approches de chimiothérapie, il y a beaucoup d'effets secondaires, et pour avoir le bénéfice thérapeutique, bien, malheureusement, il y a ces effets secondaires qui sont toujours présents. D'accord ? Donc, l'idée, c'est d'inverser un petit peu cette tendance et d'avoir moins d'effets secondaires et d'avoir une meilleure efficacité thérapeutique. Donc, mieux cibler, en fait, la tumeur. Ce qu'on peut voir ici sur un modèle, alors c'est un modèle de patient qui est un modèle animal. Donc ici, on a ciblé un modèle de cancer du sein au niveau de rats femelles. Et ce que vous voyez ici, c'est sur ce contrôle, c'est la taille relative de la tumeur qui va grossir si on ne fait rien. Si on traite l'animal avec la drogue libre ici, qui est la doxorubicine, vous voyez une diminution de la taille de la tumeur jusqu'à saturer ici. Et puis si on les traite avec des nanoparticules qui encapsulent l'actif thérapeutique, ce que vous voyez, c'est que vous avez une diminution tumorale qui est beaucoup plus importante, quasiment jusqu'à 10% de la taille initiale. Ce que vous voyez ici aussi, c'est que c'est le pourcentage d'animaux qui survivent. Donc chaque fois qu'on descend d'un cran ici, ça veut dire qu'il y a un animal dans l'expérimentation test qui est mort. D'accord ? Donc ce que vous voyez qu'effectivement, en rouge, la courbe rouge, on a une diminution tumorale, mais on a une mortalité qui est importante. Par contre, ce que vous voyez ici, c'est que vous avez une diminution tumorale, mais vous n'avez pas de mortalité à l'échelle de l'expérience. D'accord ? Sur la taille, enfin, dans le temps caractéristique sur lequel l'expérience a été menée. Okay ? Donc ça, c'est effectivement des choses qui sont prometteuses, mais la question, c'est pourquoi on a ça ? Parce qu'il y a de nombreux essais de ce type-là, mais il y a beaucoup de gens qui font ça, il y a énormément de travaux de ce type-là dans la littérature sur l'animal qui fonctionnent bien, mais pourquoi ici on a ce résultat si spectaculaire ? Eh bien, une des raisons, c'est que, je vous ai dit, on veut mimer ces glycoprotéines, et puis on va avoir en surface, donc en surface, ici, on a du jaune, et ce jaune, ici, c'est ce polymère particulier, qui est un oligosaccharide, et je ne vous ai pas dit ce que c'était, cet oligosaccharide, c'est de l'acide hyaluronique. Alors, l'acide hyaluronique, c'est un truc que vous connaissez, c'est un polymère dont on entend beaucoup parler, y compris à la télé. C'est un polymère qui est très hydrophile, qui va permettre de bien hydrater, donc on le retrouve beaucoup dans des applications cosmétiques, mais c'est aussi un polymère qui est capable de reconnaître certains récepteurs biologiques qu'on appelle les CD44, qui sont des glycoprotéines, elles aussi, mais qui vont être surexprimées à la surface des cellules cancéreuses, de certaines cellules cancéreuses dans certains types de cancers. Et en fait, ces glycoprotéines et cet acide hyaluronique donc, peuvent interagir l'un avec l'autre, et donc les nanoparticules, a priori, doivent être capables de reconnaître la surface de ces tumeurs. Alors, c'est des choses qui ont été démontrées ici sur un autre modèle, pas de cancer du sein, mais sur des cellules ici de cancer du poumon, où on a aussi cette surexpression. Donc on l'a sur certains types de cancer du sein et certains types de cancer du poumon. Et sur des différents modèles cellulaires, ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a beaucoup de CD44 dans ces cellules, il n'y en a pas dans ces cellules-là. Et si on met de la fluorescence sur ces nanoparticules et qu'on regarde et qu'on suit si elles rentrent bien dans les cellules, eh bien on voit qu'elles vont rentrer de façon très importante dans les cellules qui expriment le récepteur, mais elles rentrent beaucoup moins dans les cellules qui n'expriment pas le récepteur. C'est ce qu'on a ici en bas. Ce n'est pas 1 ou 0, ce n'est pas on-off, c'est jamais comme ça dans la vraie vie, mais vous voyez qu'on a beaucoup plus d'internalisation dans les cellules qui expriment le récepteur par rapport aux cellules qui n'expriment pas le récepteur. Ça a été démontré par des images de fluorescence, peut-être pas très bien ici, mais où le récepteur a été marqué en vert, les nanoparticules ont été marquées ici en rose, et vous voyez qu'on a bien une colocalisation des deux, l'un avec l'autre, ce qui veut dire que la nanoparticule est bien avec le récepteur, et c'est bien une interaction qui est très spécifique. Donc on va avoir une entrée, on va dire, dans les cellules tumorales qui va être beaucoup plus spécifique par rapport à ça. Et en fait, ça, c'est quelque part des choses qui sont connues avec l'acide hyaluronique. On peut l'étudier avec des techniques où on va plus simplement, tout simplement, immobiliser, donc c'est une technique biophysique, on accroche le récepteur sur une surface et puis on vient mettre nos polymères et on regarde si ça s'accroche ou pas. Et si ça s'accroche, eh bien on va avoir une courbe qui va monter fortement ici, comme on l'a en bleu. Puis si ça s'accroche moins, eh bien on va avoir une courbe comme celle en noir ici, on va avoir beaucoup moins d'interaction en fait, avec le récepteur. Ce qui se passe ici, c'est qu'on rince la puce et on voit que ça se décroche dans ce cas-là. Et ce qu'on peut voir, c'est que l'interaction de ce polymère, qui est l'acide hyaluronique avec le récepteur, elle est forte que pour des très 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 grandes chaînes polymères. Et si on a des petites chaînes polymères comme on l'a ici, eh bien on a une très faible interaction, et vous voyez que même si on rince un peu la puce, eh bien aussi on a une désorption qui est très importante. Or, dans notre cas, on a utilisé des tout petits polymères. On a utilisé ces polymères-là, en fait. Et par contre, on les a mis
sur une nanoparticule, on en a mis beaucoup. Et en fait, si on regarde l'interaction des nanoparticules, vous voyez que les nanoparticules ont une beaucoup plus forte interaction, même que les polymères, les plus grandes chaînes de polymères ici qu'on pouvait avoir. Et la raison, en fait, pour laquelle on a ça, c'est ce qu'on appelle de la multivalence, qu'on peut voir de façon très simple avec un récepteur, on va dire une chaîne polymère interagit faiblement, mais sur une surface, si j'ai beaucoup plus de ces récepteurs qui pourraient interagir avec cette surface, eh bien, je vais additionner quelque part l'interaction de ces récepteurs. Donc le premier, il peut interagir faiblement, mais du coup, il y a le deuxième qui est très proche, qui va pouvoir interagir, et du coup, maintenant, là, je vais avoir une interaction qui est beaucoup plus stable et beaucoup plus solide. Et donc ça, c'est quelque chose, effectivement, de faire une nanoparticule de ce type-là. Ce n'est pas juste faire une nanoparticule pour mettre quelque chose dedans, mais c'est en même temps, à la surface, modifier complètement les interactions que je vais pouvoir avoir et développer un nouvel objet. Et ça permet du coup d'auto-assembler, de faire des nanoparticules avec éventuellement même différents types de sucre et d'aller cibler, comme on a pu le démontrer ici, différents types de récepteurs et même 2 récepteurs. Donc il y a parfois 2 récepteurs si on veut être plus sélectif sur l'interaction de certains types cellulaires, on peut venir cibler 2 récepteurs en même temps sur la cellule de façon concomitante. D'accord ? Donc ça, c'est à nouveau une approche qui est en cours de développement, dont beaucoup d'acteurs en fait s'intéressent, pour pouvoir développer des nano-objets, des nanovecteurs, des nanoparticules, pour avoir une sélectivité d'interaction et d'internalisation. En mimant ce que la biologie sait faire, et sait très bien faire. Alors un autre exemple que je voulais vous montrer, c'est les émulsions. Et vers des émulsions, on va dire biomimétiques aussi, en utilisant à nouveau des segments, des building blocks biomimétiques, et bioactifs. À nouveau, vous voyez, c'est mimer la biologie, mais pour avoir de l'activité, pour avoir pas uniquement mimer pour mimer, mais pour avoir quelque chose qui va être actif d'un point de vue biologique. Et dans le même esprit, en fait, vous avez énormément de tensioactifs qui utilisent aussi des sucres. Vous en avez un exemple ici, qui est le SPAN 80, donc pour stabiliser différents types d'émulsions. Donc une émulsion, c'est de l'huile qu'on va disperser dans l'eau. Vous savez que ça ne se disperse pas. Et on ajoute quelque chose pour venir disperser. Donc c'est ce que vous faites quand vous faites de la mayonnaise. Donc on peut faire de l'huile dispersée dans de l'eau ou de l'eau dispersée dans de l'huile. Et ça permet de développer différents... Vous avez beaucoup de crèmes qui sont des émulsions, en fait. Vous avez beaucoup d'éléments que l'on mange, des sauces qui sont des émulsions. D'accord ? Vous savez, pour faire une mayonnaise, il faut rajouter de l'œuf qui va être une protéine qui va stabiliser l'interface. D'accord ? Et qui va permettre de stabiliser ces gouttes. Donc c'est un marché qui est très important. Le marché avec les dérivés de sucre, c'est un marché qui est lui-même, donc il y a plein de tensioactifs utilisés. Le marché avec des sucres est un marché qui est croissant, dont les projections et les prédictions sont encore effectivement très, très importantes, parce qu'on a des choses qui sont effectivement un peu plus bio-friendly, comme on peut le dire en anglais. Il y a plein de systèmes qui sont développés, et on peut changer ici la longueur et la partie, on va dire, hydrophobe, donc c'est la partie qui ne va pas aimer l'eau, la tête hydrophile. Donc il y a tout un tas de structures de ce type qui sont développées dans la littérature et qui sont développées dans l'industrie. D'accord ? C'est effectivement des grands produits industriels. On peut maintenant s'intéresser à certains types de sucres à nouveau, qui vont donner des propriétés à l'émulsion. Et ça, c'est des choses qui sont de plus en plus développées aussi. Et par exemple, ici, on va pouvoir utiliser à nouveau quelques unités saccharidiques spécifiques, qui va être le mannose ici, donc c'est un sucre particulier qui est représenté chimiquement là, et le coupler à une chaîne hydrophobe, qui est l'acide oléique. Et on va avoir ici une structure qui va être une structure amphiphiile, qui va pouvoir être utilisée pour stabiliser des émulsions. Donc là, on fait des diagrammes de phase, on mélange de l'eau, de l'huile à différentes compositions et un surfactant. On stabilise des émulsions. C'est ce que vous voyez ici, donc c'est cet aspect laiteux qui donne cette émulsion caractéristique de l'émulsion. Les émulsions ici sont très stables. Mais maintenant, ce qu'on a à la surface en fait, de ces gouttes, eh bien, c'est un sucre à nouveau, qui est un oligomannose, qui va pouvoir avoir des interactions particulières. Et en fait, le mannose est capable de reconnaître une lectine, donc qui est un récepteur biologique particulier, qui est la concavidine A, qui est représentée ici, donc avec un endroit particulier qui va pouvoir accueillir et reconnaître, interagir avec le mannose. Et ce que l'on peut voir ici, eh bien, ces émulsions, elles aussi sont capables d'interagir sélectivement avec la concavidine A. C'est ce qu'on peut voir en regardant cette courbe d'absorption ici. On voit qu'il y a une forte interaction avec la cône A. Par contre, si on prend un autre récepteur biologique, une autre lectine, on va dire biologique, qui est la RCA 120, ici, on voit qu'on n'a pas du tout d'interaction.
Et on peut le voir, ça fait de l'agrégation, en fait, la concavéline A. C'est une lectine qui va faire de ce qu'on appelle de l'hémagglutination, donc c'est de l'agglomération des globules rouges. Et on peut voir ici qu'on reproduit, donc en mettant de la fluorescence en fait, sur ces systèmes-là, on fait des agrégats qui deviennent fluorescents. Quand on a on va dire le bon récepteur biologique, ici, on voit en fluorescence qu'on n'a rien du tout, qu'on n'a pas le bon récepteur biologique. Donc il n'y a pas du tout d'agrégation. Donc là, à nouveau, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut faire des émulsions. Mais ces émulsions, on peut les rendre effectivement actives ou bioactives en prenant les bons polymères, les bons sucres qui vont être capables de générer de la stabilisation d'émulsion, qui est une propriété importante, mais aussi de la reconnaissance biologique si on veut aller vers des systèmes qui vont être plus biofonctionnels. D'accord ? Et à nouveau, ça c'est une tendance qui est de plus en plus importante pour créer des particules ou des émulsions ici qui sont un peu plus grosses que les nanoparticules que j'ai représentées avant, avec de la fonctionnalité spécifique. Ça, on peut le faire aussi avec des peptides ou des protéines. Alors, je vous ai parlé de protéines que vous allez utiliser pour stabiliser, effectivement, pour faire de la mayonnaise. Mais on peut créer des protéines synthétiques qu'on appelle des polypeptides ou des polyaminoacides. Et là, vous avez un exemple d'approche qui a pu être développé, en particulier dans le cadre d'un projet européen que je mentionnerai tout à l'heure. Donc les polymères, ils sont ici, c'est des polymères dont je ne vais pas développer ou décrire la structure chimique. Vous avez en gros un bloc ici qui est un bloc hydrophile très connu, qu'on appelle le PEG, qu'on trouve partout. Si vous retournez n'importe quelle bouteille de shampoing ou de détergent, vous allez voir un PEG, quelque chose qui va être marqué dessus. Donc c'est un polymère très hydrophile. Et ici, un polymère qui va être un polypeptide avec une partie hydrophobe et une partie ici qui va être hydrophile, avec cet acide ici, qui va pouvoir être protoné ou déprotoné, d'être soluble ou moins soluble, ou pas soluble en fait. Ici, vous avez une séquence un peu plus complexe avec une séquence peptidique qui va être très spécifique et qui va pouvoir être coupée en présence de certaines enzymes, donc certaines compositions biologiques qu'on va retrouver, vous allez voir ici, sur des peaux endommagées. Et ce qu'on a pu créer ici, c'est à nouveau des émulsions. Donc ces systèmes-là peuvent stabiliser des émulsions, eau dans l'huile ou huile dans l'eau, en fonction des compositions relatives. Et ce que vous voyez, c'est que premier objectif en fait, de créer une émulsion, c'est de protéger un actif. Donc ici, ce que vous voyez, c'est que l'actif libre en fait, se dégrade assez vite, alors que quand il est encapsulé, vous voyez qu'on a une bonne stabilisation, ça c'est une dégradation aux UV en particulier. Et puis ce que vous voyez, c'est que ces systèmes, quand vous les mettez sur la peau, eh bien, ils vont être capables de venir délivrer ici un composé qui est un composé fluorescent, tout simplement pour pouvoir le voir par la couleur, de façon spécifique, quand la peau est endommagée par rapport à une peau saine. C'est ce qu'on voit en fait ici. Quand vous avez une peau en fait, qui est saine, vous n'avez quasiment pas de fluorescence, donc c'est à la surface ici de la peau, et vous voyez que vous avez beaucoup plus de fluorescence au cours du temps quand la peau va être endommagée. Et la peau endommagée en fait, va exprimer ces enzymes dont je parlais tout à l'heure, qui vont couper en fait, le polymère en deux et venir déstabiliser l'émulsion pour venir délivrer ce qui était compris, encapsulé dedans. Et vous voyez ici par un zoom de façon plus importante, où quand on utilise des capsules qui ne sont pas répondantes, qui n'ont pas cette séquence, on n'a quasiment pas de délivrance, et ici on a beaucoup de fluorescence, quand on va avoir ces capsules qui vont se couper de façon particulière. Et ça, en fait, c'est un projet qui a été développé dans le cadre c'est une technologie qui a été développée dans le cadre d'un projet européen, avec une dizaine de partenaires qui ont tous travaillé sur différents aspects du travail. Et aujourd'hui, il y a une entreprise qui est localisée à Saint-Sébastien, en fait, qui développe cette technologie, qui s'appelle Emissary. Ils revendiquent Smart to Skin, intelligent pour la peau. Je ne sais pas comment le traduire en français, ce n'est pas très simple. Mais qui développe vraiment cette technologie de façon à avoir des systèmes d'encapsulation et de délivrance qui vont être spécifiques sur une peau particulière. Donc la peau a un pH spécifique. Quand une peau est endommagée, il y a un pH aussi qui est un peu différent, ou avec une présence d'enzymes particulières. Et c'est une techno qui est à nouveau biomimétique, parce qu'on va utiliser ces polymères qu'on va être inspirés du vivant, mais avec de l'information et de la bioactivité particulière qui va être codée, qui va être intégrée dans la structure moléculaire, dans la structure macromoléculaire. Alors, je voudrais vous parler maintenant vous illustrer un autre exemple à travers des mimes de protéines, et on va mimer de plus en plus la structure des protéines. Je vous ai parlé de polypeptides, on prend souvent un aminoacide ou deux qu'on met ensemble. On est très loin en fait, de la complexité des protéines réelles. D'accord ?
Aujourd'hui, on sait, et il y a différentes technologies qui permettent de les mimer de plus en plus, en tout cas de s'en rapprocher. Et on s'est intéressé en fait à développer ces systèmes-là à partir d'une famille de protéines qu'on appelle l'élastine. Et en fait, l'élastine, on va retrouver en fait cette protéine importante au niveau de la peau. Donc c'est ce qui va donner principalement l'élasticité de la peau. Alors c'est une protéine qui va être réticulée à nouveau, hein, dont les chaînes vont être interconnectées les unes aux autres, et c'est elle qui donne la propriété mécanique en fait de la peau. Alors l'élastine, on en a, puis au bout d'un moment, on n'en produit plus. C'est pour ça que la peau vieillit, parce que l'élastine s'abîme. C'est pas la seule raison, il y a beaucoup d'autres raisons, mais c'est une des raisons principales. Et en fait, cette élastine, on sait la produire aujourd'hui par des approches. En tout cas, on sait produire des mimes simplifiés de l'élastine, qui est celle de la peau. On a su identifier la séquence minimale importante en fait, pour avoir cette propriété. Et cette séquence minimale, c'est la répétition ici de 4 monomères, ou de 5 monomères. Donc c'est ce qu'on appelle un pentapeptide. Donc on ne prend pas tous les 20 aminoacides, on va juste en enchaîner entre guillemets 5, et on va pouvoir les produire par des approches dites de biotechnologie. Donc là, une approche de biotechnologie, c'est une approche où on va utiliser une cellule hôte, qui est ici en fait Escherichia coli, qui est une bactérie, qui a été modifiée génétiquement de façon à pouvoir produire, en plus de ce qu'elle produit normalement, cette protéine d'intérêt. Et puis derrière, on va être capable de l'extraire, de la modifier. Cette protéine, elle est très sympa, en fait. Ces segments ici d'élastine, ils sont très, très pratiques, très sympas, parce qu'ils ont une propriété spécifique qu'on appelle avec une température de point de trouble, ou une LCST en anglais, ce qui veut dire que, c'est ce que vous avez sur cette petite vidéo-là, si vous mettez cette protéine en solution, et vous mettez tout simplement avec un sèche-cheveux, vous allez chauffer cette solution, eh bien, vous allez voir que vous allez la faire précipiter. Donc elle ne va plus être soluble. Donc elle passe de soluble à non soluble. Et ça, de façon complètement réversible. Derrière, si je plonge ce tube dans la glace, ça va se redisperser. D'accord ? Et donc ça, c'est une propriété qui est extrêmement intéressante parce que ça permet de venir purifier cette protéine de façon très très simple, avec des techniques qui sont très proches de celles que vous avez là, qui sont des techniques très très simples. Et donc on peut les produire, a priori, avec des très très grosses quantités. Donc ça, c'est bien, et bon, à nouveau, cette approche-là sera développée dans les 2 cours qui suivent, hein, sur comment est-ce qu'on les fait, qu'est-ce qu'on peut faire, on va dire, avec ces approches-là, de façon plus détaillée ou plus développée. Donc on a ça, c'est quelque chose de très bien, et c'est des choses qu'on a travaillé effectivement, en particulier avec L'Oréal, pour développer des modèles qui vont être des modèles pour faire de la bioimpression, c'est-à-dire pour être capable d'imprimer des cellules pour reconstruire de la peau, pour faire de la peau artificielle, en ayant un environnement qui va être l'environnement le plus proche possible de celui que les cellules que l'on a, qui constituent en fait la peau, eh bien, retrouvent dans leur milieu biologique, dans leur milieu physiologique naturel. Donc ça, c'est une des approches en fait, où on peut utiliser cela. Et il y a un besoin, effectivement, de reconstruire de la peau, des modèles de peau. La peau est quelque chose de très complexe, hein. On s'imagine que c'est une barrière physiologique très simple. En fait, c'est quelque chose qui est très compliqué, avec plusieurs types cellulaires à différentes couches. Et donc, on se rapproche progressivement, hein, d'une reconstruction qui va être la plus proche possible de ce qu'on peut être capable de mimer, à nouveau, d'un point de vue physiologique et biologique. On peut aussi utiliser ces matériaux pour la reconstruction osseuse. Alors, la peau, ce n'est pas du tout l'os, pas du tout la même chose. Mais par contre, on a ce qu'on appelle un scaffold, un échafaudage, qui est relativement inerte, sur lequel on peut introduire différentes fonctions. Alors, si on regarde la matrice osseuse, hein, c'est de l'organique et de l'inorganique. L'organique, c'est principalement des protéines, avec une protéine principale qui est le collagène. Ce n'est pas l'élastine, d'accord, c'est le collagène. Donc on n'a pas la bonne protéine. Et puis l'inorganique, eh bien, ça représente une proportion très importante de l'os, donc qui va être reconstruit. Là, c'est ce qu'on appelle l'hydroxyapatite. C'est l'élément inorganique. Et donc ce que l'on a fait ici, donc c'est en collaboration avec un laboratoire qui est spécialisé, laboratoire Biotis et Jolamede dans ces technologies, eh bien, c'est qu'on a modifié en fait notre élastine de façon à être capable de reconnaître ou à mimer la séquence minimale du collagène, de reconnaître certains types de cellules pour venir attirer les bonnes cellules pour pouvoir reproduire effectivement la reconstruction osseuse. Et vous voyez ici, en fonction du temps,
Donc ça, c'est un modèle sous-cutané où on a injecté en fait, le système. Ce que vous voyez, c'est qu'en fonction de la composition, en particulier de l'hydroxyapatite qu'on va induire, on va reconstruire de l'os progressivement. Ici, dans un modèle sous-cutané, ce qui est en train d'être étudié ici, c'est sur des plus gros animaux, ici la chèvre en particulier, la reconstruction osseuse, vraiment sur l'os, à partir de ces approches technologiques ici. Et ce qui est très important, ce n'est pas juste de faire de l'os, pas juste de faire du dur, mais cet os, il est vascularisé. Il y a des vaisseaux sanguins qui passent, et puis aussi il est innervé, c'est-à-dire qu'il y a des cellules nerveuses. En fait, si on veut reconstruire un os total, ce n'est pas juste refaire du ciment ou refaire de l'hydroxyapatite, c'est revoir toute la biologie en fait, qu'il y a dans l'os. Et ça, c'est ce qu'on peut développer effectivement avec la bonne signalisation qu'on peut introduire sur le polypeptide. Donc ça, à nouveau, c'est des choses dont je reparlerai un petit peu plus en détail un petit peu après. Mais on va de plus en plus vers des matériaux sophistiqués, capables d'interagir au mieux avec le vivant, parce qu'aussi, ils miment le vivant de mieux en mieux. Dernier point que je voulais discuter avec vous, et je vais juste vous donner les prémices et l'idée conceptuelle qu'on peut avoir derrière ça, c'est est-ce qu'on peut mimer une cellule? Alors vous allez me dire, mimer une cellule, on en est loin, c'est compliqué une cellule. Effectivement, donc on ne va pas mimer tout ce qu'il y a dans une cellule, tout ce que la cellule peut faire, mais en fait la cellule, pour un chimiste, c'est un outil extraordinaire. Et moi, je suis chimiste. D'accord ? Donc la cellule, elle peut faire tout ça. La cellule, elle sait se répliquer, elle sait se diviser, elle sait bouger, elle sait reconnaître certains éléments, elle est capable de créer sa propre énergie. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement sophistiqué. Et elle le fait, et vous voyez ici, il y a tous ces petits compartiments, elle le fait parce que justement, il y a plein de sous-compartiments dans une cellule, chacun étant capable de faire quelque chose de différent et en même temps que les autres, sans être concurrent par rapport à ce que fait l'autre. Donc c'est effectivement une machinerie qui est une machinerie assez extraordinaire. Et vous voyez ici un exemple sur cette petite vidéo où, par exemple, on peut avoir des débris biologiques, protéiques, qui vont pouvoir rentrer dans une cellule par un mécanisme qu'on appelle l'endocytose. Et quand ça arrive, eh bien, vous avez une fusion ici avec un autre type de vésicule qui est à l'intérieur, qui va former un objet qu'on appelle l'endosome, qui va devenir un lysosome. Quand ça arrive, le pH va diminuer. Les enzymes qui sont présentes vont être activées parce qu'on a cette diminution de pH et vont venir couper les protéines, tout ce qui avait été encapsulé, et venir du coup dégrader ces débris protéiques en aminoacides que la cellule va être capable de réutiliser pour recréer de nouvelles protéines. Donc c'est un exemple, on va dire, d'activité qu'une cellule est capable de faire. Donc c'est des réactions biochimiques, chimiques qui sont créées, qui sont contrôlées dans l'espace et dans le temps sur demande. Donc c'est assez extraordinaire en fait pour un chimiste et se dire comment est-ce qu'on peut répliquer tout ça et comment est-ce qu'on peut essayer de mimer en fait ces activités-là. Eh bien, pour mimer tout ça, il y a plein de choses qui doivent être faites. Il faut mimer effectivement cette membrane cellulaire, il faut mimer ce qu'on peut mettre dedans, les différents compartiments. Donc il y a ces aspects de compartimentation. Il faut être capable d'induire des mélanges de réactifs de façon spontanée. Donc ça, c'est déclencher une réaction chimique de façon contrôlée, c'est-à-dire quand on le veut, quand on veut le faire, ou quand on en a besoin, comme la cellule est capable de le faire. Donc il y a énormément de choses en fait, qui sont à construire, et c'est là où je parle de système, parce que là, ce qu'on construit, c'est un système qui intègre énormément de fonctionnalités. Et pour faire ça, eh bien, la clé pour le faire, c'est de concevoir des systèmes, donc, comme je l'évoquais, qui résultent de processus d'organisation spontanée, donc d'auto-assemblage, multicomposants, multi-échelles, des lipides, des polymères, des protéines ou des mimes de protéines entre eux, en différents compartiments et sous-compartiments, chacun pouvant faire quelque chose à l'intérieur, et ceci de façon dynamique, c'est-à-dire qu'on peut créer un compartiment et le dissoudre quand on n'en a plus besoin, de façon à créer ces réactions chimiques. Donc il y a énormément d'acteurs dans le monde qui travaillent sur ces approches-là, avec différentes idées, de faire de la chimie tout simplement, et faire de la chimie dans des réacteurs comme ceux-ci, qui sont des réacteurs confinés. C'est-à-dire on fait une chimie qui ne perturbe pas la chimie qu'il y a autour, ou bien on va faire une chimie qui va être activée ou plus activée liée à cet effet de compartimentation. D'accord ? Donc avec beaucoup plus d'activité, beaucoup plus d'efficacité. Et je dois dire que l'Europe ici est extrêmement bien positionnée dans ce domaine-là et très forte en fait, dans ces approches méthodologiques. Et la France en particulier. Et il y aura quelques illustrations dans les cours qui viendront sur cette approche-là. Donc, pour illustrer de façon schématique, effectivement, des systèmes dynamiques ou des systèmes comme ça qu'on peut faire au labo, et je ne montrerai que ça aujourd'hui, on sait mettre des vésicules dans des vésicules, donc on peut créer des compartiments.
Ces compartiments, on peut les faire s'ouvrir de façon contrôlée, avec différents mécanismes d'activation. On sait faire des réactions dans ces différents sous-réacteurs, des réactions qui sont enzymatiques. Et l'objectif ultime, hein, c'est d'utiliser cette machinerie là, eh bien, pour créer des objets qui vont être capables de sonder une dérégulation biologique et venir la corriger. Et ça, c'est ce qu'on peut voir effectivement comme les médicaments de demain, qui sont finalement des choses qui sont autonomes. Donc science-fiction ou réalité, la réponse, ça sera un petit peu plus tard dans les différents cours. Donc je voudrais finir maintenant par quelques conclusions très rapides et puis quelques messages éventuellement. Dans ce cours d'introduction, hein, je voulais vous montrer effectivement que les approches biomimétiques ou les approches de bioinspiration, ça représente vraiment une source importante, une façon de penser pour développer des matériaux innovants, d'accord, matériaux utilisés dans différents types d'applications et différents secteurs. Et Laurent Billon vous présentera d'autres domaines d'intérêt dans sa présentation après. Il y a des mimes simples qu'on peut faire. Mimer simplement, alors simple entre guillemets, on peut mimer une structure, on peut mimer un composant ou un composé, une glycoprotéine par exemple de façon simplifiée, une forme particulière hein, ou une activité. Mais de plus en plus, en fait, on va vers des mimes complexes. Et ces mimes complexes, en fait, c'est d'intégrer différents éléments ensemble hein, et d'aller vers des systèmes qui vont être plus multi-échelles et multi-composants. Et c'est vraiment là où on en est aujourd'hui. Hein, passer de mimes, on va dire, simplifiés à des structures qui sont beaucoup plus complexes. Et on sait le faire aujourd'hui. Cette chimie bio-inspirée que je vous ai illustrée à travers les mimes de protéines ou de glycoprotéines, hein, à travers des mimes de sucre, de polysucre ou de protéines, c'est un élément hein, de ces mimes. Mais depuis très longtemps, en fait, on va chercher à mimer par cette chimie bio-inspirée aussi des analogues de médicaments. Et Bernard Meunier, qui avait cette chaire il y a 10 ans, on avait parlé sur les analogues, hein, les médicaments qui sont des analogues de la quinine, qui sont des extraits en fait, du quinquina. Et la quinine, c'est un médicament qui est utilisé dans le traitement du palu. Différents dérivés ont pu être synthétisés, donc la chloroquine, qui est devenue célèbre, j'allais dire malheureusement, il y a quelques années. Mais il y a énormément de médicaments, le paclitaxel ou le taxotere, développé, qui est un extrait des feuilles de l'if, hein, qui est un arbre trouvé en Amérique du Sud, lui aussi qui a développé le paclitaxel, qui est un agent anticancéreux extrêmement populaire, qui a été développé par Sanofi dans les années 80. Enfin, en tout cas, les premières découvertes étaient datées des années 80. Donc il y a énormément d'approches hein, de chimie biomimétique aussi, qu'on va trouver, de la chimie, cette fois-ci, qui est beaucoup plus organique. On va de plus en plus vers des systèmes, ça je l'évoquais à plusieurs reprises. Et là, on a besoin d'intégrer effectivement des connaissances venant de plusieurs disciplines. Ce n'est pas juste de la chimie, ce n'est pas juste de la formulation, c'est aussi de la technologie, de plus en plus. Et donc on a besoin d'intégrer tout cela pour développer des systèmes fonctionnels. Et puis, au-delà de ça, eh bien, et ça, je vous donnerai quelques illustrations, il y a tous les systèmes qui sont dits bio-hybrides ou bioniques. C'est un peu les systèmes du futur qu'on peut imaginer ou projeter dans le futur. Et c'est des choses, à nouveau, que j'évoquerai, que j'illustrerai dans les 4 ou 5 cours prochains, enfin, au niveau des 4 ou 5 cours prochains. Voilà, je voulais finir par vous remercier. Vous remercier de votre attention. Et puis, bien évidemment, avant de faire une petite pause, je propose qu'on discute un petit peu, si vous avez des questions. Et puis, on fera une petite pause avant de passer à l'exposé suivant. Donc, merci à vous.